Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Oracle Data Week en ce jeudi matin. Je suis ravi de vous accueillir. Merci pour votre présence, pour votre confiance et votre temps. Donc, je suis Patrick Lemartret, je suis directeur du marketing pour les technologies donc chez Oracle France. Voilà, donc d'être ravi d'être parmi vous à nouveau donc sur cette Data Week. Et aujourd'hui, troisième session qui est dédiée donc à la sécurité des données, des bases de données, et revenir un petit peu tout à l'heure avec quelques détails. Effectivement, la Data Week a commencé mardi. Je vous propose juste de faire un tout petit récap sur cette Data Week. Si vous n'avez pas pu participer dès mardi, voilà, les premières sessions sont d'ailleurs disponibles en replay via YouTube et l'équipe ne va pas hésiter à vous partager les liens qui vous permettent de revenir sur ces sessions de mardi. Alors, euh, de quoi a-t-on parlé mardi? La première session donc du matin était donc de refaire le point sur ce qu'on appelle chez nous la moderne data platform, de revenir sur les innovations. On a parlé beaucoup, comme vous pouvez vous en douter, de machine learning, d'intelligence artificielle, de DB vector, voilà, toutes ces nouveautés avec lesquelles on va donner plus de valeur à nos données. On avait fait aussi intervenir Oracle Consulting qui est revenu sur des exemples concrets de préparation, migration de données vers le cloud. Et on a aussi fait le point donc, sur MySQL, avec notamment MySQL HeatWave, qui apporte aussi des capacités de natural language et d'ML et d'IA générative également. Donc voilà pour la session donc, du matin de mardi. Et l'après-midi, on s'est concentré sur Oracle Database Man 3C, voilà, en reprenant aussi en revue différentes nouveautés, à nouveau aussi sur les notions d'intelligence artificielle. Donc voilà, ces deux premières sessions, je vous invite donc à les retrouver, à les visionner si vous n'étiez pas présent parmi nous. Et aujourd'hui, donc on travaille donc la sécurité des données, des bases de données. On va revenir sur Oracle DataSafe qui permet de protéger, sécuriser vos données on-premise et dans le cloud. On va parler de tout ce qui est chiffrement, voilà, chiffrement avec des clés, gestion des clés extérieures. Et puis, on parlera aussi d'une nouvelle approche pour sécuriser, donc cette fois-ci les données, mais au niveau des réseaux. Donc, voilà le programme pour ce matin. Cet après-midi, donc ne ratez pas non plus cette session. On sera plus sur l'analytique, mais voilà, les datas qui sont générées dans le monde du sport, notamment sur les sponsoring qu'a fait Oracle au niveau de la Formule 1 et de la Première Ligue, donc dans le football, et de la voile. Donc ça, ce sera à 14 heures, donc c'est cet après-midi. Avant de se lancer, deux promesses pour vous, deux propositions plutôt. N'hésitez pas à utiliser notre programme d'essai gratuit qui s'appelle Oracle Cloud Free Tier. Il a deux déclinaisons, une Always Free, voilà, dans un petit périmètre, mais illimité, à utilisation illimitée. Et puis après, voilà, si vous voulez tester là, plus de services de OCI, d'Oracle Cloud Infrastructure, on vous offre sur 30 jours un crédit de $300 pour le faire. Donc, vous avez un petit QR code à scanner. Également, donc, pour la France, cette fois-ci dédié France, on a un groupe sur LinkedIn, donc d'échanges en français. On mettra les replays des sessions, notamment de cette série Data Week, et vous y retrouvez donc l'actualité que l'on a autour d'Oracle Cloud Infrastructure. Donc, n'hésitez pas non plus à vous inscrire à ce groupe. Avant de démarrer, un petit safe harbor là, pour expliquer que ce que l'on va dire ce matin n'a pas la valeur d'un contrat. Et je vais pouvoir vous présenter donc nos super intervenants pour ce matin, en commençant par Karima Yayaoui, qui vous parlera tout à l'heure hein, justement de chiffrement, qui est architecte cloud chez Oracle France. On écoutera également donc Vincent Mercy, qui est spécialiste sur la sécurité des bases de données notamment. On écoutera Eduardo Serra, qui est architecte cloud spécialisé aussi sécurité. Et puis je vais passer tout de suite la parole à Nuno Ventura, qui est senior manager chez Oracle France des architectes. À toi Nuno. Merci Patrick. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette session dédiée à la cybersécurité dans ce programme de Data Week. Donc, comme l'a évoqué Patrick, on va avoir
trois grandes thématiques aujourd'hui qui vont être liées à Zipper. Vous allez voir qu'Eduardo va animer cette partie-là. C'est tout innovant avec une nouvelle approche. Également Karima sur la gestion des clés de chiffrement avec une particularité et un point sur le partenariat autour de Thales. Et puis, comme l'a dit Patrick, Vincent va intervenir autour de DataSafe, qui est notre cockpit de sécurité pour justement avoir des évaluations de sécurité de façon permanente au niveau des bases de données. Donc, il aura une démonstration également. Donc, trois grandes thématiques aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter très rapidement l'offre globale sécurité dans OCI. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail dans les plus de 25 services aujourd'hui qui sont disponibles, disponibles pour les clients, disponibles à la consommation, prêts à l'emploi. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer la philosophie justement de ces différents services et solutions qui sont proposés à nos clients. La question qui vient, c'est pourquoi les clients adoptent la sécurité, pourquoi les clients consomment la sécurité dans OCI. Alors, il y a trois raisons particulières et je vais partir de constats pour vous donner plus d'explications sur la philosophie de l'offre. La première, c'est que les clients sont complètement conscients aujourd'hui des problématiques et que la cyberattaque, ils seront confrontés à une cyberattaque dans les prochaines années. 33% des entreprises ont subi une attaque, qu'elle soit ransomware ou également fuite de données, qui fait que aujourd'hui les entreprises ont deux inconnus. La première, c'est l'impact. Ils ne connaissent pas aujourd'hui la prolifération ou l'amplitude de cette attaque, si elle va toucher les données, aussi bien l'applicatif, mais également le temps d'indisponibilité. Ce qui fait que comment on y répond justement et comment les clients font le choix d'Oracle, c'est, vous le voyez dans cette slide, c'est qu'il y a en fait une solution et des solutions qui sont embarquées pour chacune des couches. Donc, on a une solution full stack qui permet justement lors d'attaque de limiter en fait la propagation et de mettre en place des solutions de sécurité qui permettent d'atténuer et de limiter justement cette propagation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième inconnu, c'est quand. Alors, ils ne savent pas quand ils vont être attaqués. Donc, la détection, la prévention est phare aujourd'hui. Typiquement, nous avons une solution et un service qui s'appelle CloudGuard, qui permet de détecter les problèmes, d'avoir une visualisation, une visibilité des niveaux de risque de votre infrastructure, mais également de pouvoir remédier avec des actions automatiques pour mitiger les différents défauts et différents problèmes. À l'intérieur de ce CloudGuard, on va avoir de la threat intel, où on va se baser sur un partenaire leader sur le marché, qui est CrowdStrike. Et donc, CloudGuard vient aller piocher, aller récupérer dans cette base de connaissances enrichie par CrowdStrike toutes les informations et les menaces et les renseignements autour des menaces autour des clients et des organisations. Donc là, on a vu la prise de conscience de nos clients. Deux, c'est la pénurie de ressources. Aujourd'hui, le constat, il est clair. On a une difficulté d'aller chercher des ressources et des experts en cybersécurité, qui fait que les solutions aujourd'hui sont d'automatiser au maximum les infrastructures et également toutes les actions de remédiation. Et cette philosophie, elle est intégrée dans une grande partie des solutions avec du machine learning, mais également de l'intelligence artificielle. Pour ça, il est important de dédier du temps justement à l'expertise pour aller sur des sujets à valeur ajoutée, sur, par exemple, l'innovation autour de la sécurité, aller être un promoteur auprès des métiers. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, pour finir, c'est 82% aujourd'hui des attaques sont dues à des erreurs humaines. Et là également, on a une philosophie propre au Cloud Oracle en termes de sécurité. On va aller sur du security by default, qui fait que tout type de service, tout type de composant, de ressources qui est créé sera par défaut inaccessible à l'infrastructure, qui fait que vous devez réfléchir à l'intégration de politiques de sécurité et de politiques d'accès pour que chacun des composants ou des ressources puissent accéder à cette infrastructure. Et ça, c'est également une philosophie qui est propre aux offres Oracle. Et un deuxième point, c'est qu'on a identifié des zones qui sont critiques, typiquement une zone exposée sur Internet, publique, où là, on va appliquer des politiques complémentaires aux politiques d'accès. Ce qui veut dire que, par exemple, un administrateur qui prend un bucket qui est en mode privé et qui l'expose en mode public,
Si on a mis une politique bien spécifique, justement pour réduire l'exposition de ce bucket, à ce moment-là, l'administrateur se voit recevoir une notification avec un blocage sur l'accès et la mise à disposition et le move de ce bucket à l'extérieur. Voilà, ça, c'est la philosophie du Cloud Oracle, très rapidement, avec ces trois grands principes qui sont, voilà, vous le voyez dans cette slideware, avec beaucoup de services, des services qui sont riches, avec une offre très étoffée. Donc, pour faire simple et pour aller vite, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le Cloud Oracle, en termes de cybersécurité, nous avons des offres qui sont très simples en intégration. Très simples. Ce que je vous propose, c'est, comme le disait Patrick, c'est n'hésitez pas à utiliser des free tiers pour tester. Vous allez voir, la navigation, elle est ultra simple et la configuration est ultra simple aussi. C'est complètement intégré. Alors, ce qui veut dire que les solutions sont dites mode SaaS, voire mode PaaS. Ce qui veut dire que aussi bien sur les montées de version, les nouvelles fonctionnalités, le maintien en conditions opérationnelles, c'est le management Oracle qui fait ça. C'est managé par Oracle. Ce qui fait que vous n'avez plus à vous soucier en fait du maintien en conditions opérationnelles, uniquement bien identifier les configurations, les appliquer sur les services qui vous sont proposés. Et ensuite, on l'a vu, tout le contrôle, il est important. On a CloudGuard, on l'a vu avec le Cloud Security Posture Management qui élève justement votre niveau de sécurité. Et un dernier point, et pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas de compromis en termes de sécurité dans le Cloud Oracle. Ce qui veut dire que lorsque vous souscrivez, lorsque vous activez de la sécurité, vous n'avez pas de surprise en termes budgétaires. Il n'y a pas de coût additionnel sur la plupart des services qui sont proposés dans le Cloud Oracle. Donc voilà, vous avez une offre riche, complète, pour pouvoir justement aborder et en tout cas augmenter votre niveau de sécurité de vos infrastructures, aussi bien au niveau de la donnée, mais également au niveau applicatif. Donc sans transition, je vais passer la main à Eduardo qui va vous parler de Zipper. C'est une solution et un standard, vous allez voir, ultra intéressant dans une approche nouvelle d'Oracle avec aussi bien de l'identité, aussi bien de la donnée, mais également du réseau et puis de l'intelligence artificielle qui vient se greffer dans ce modèle-là. Donc je te laisse la main. À tout à l'heure. Merci Nuno. Bonjour à tout le monde. Heureux d'être là avec vous. Donc, parlons d'abord, parlons de la première annonce qui a été faite récemment. C'est une nouvelle façon de faire de la sécurité. Pour ça, je vais vous donner d'abord un peu de contexte. Donc, pour ceux d'entre vous en fait qui ont un background plutôt technique, je pense que vous êtes plutôt familier avec les tableaux que vous voyez sur ce slide-là. Donc, pour l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, depuis la naissance, en fait, je pense, d'Internet et des réseaux, il y a différents moyens, en fait, de classifier comment la donnée et les traiter pour les différentes couches. Le modèle OSI, celui qui est à gauche, c'est un peu un des plus classiques en fait. Donc évidemment, la donnée va passer en fait par la partie physique, la partie data, réseau, transport, session, présentation et application. Mais aujourd'hui, en fait, on va se baser plutôt sur la stack ou sur le modèle TCP/IP, ou sur le modèle IP, qui classifie en fait le traitement de la donnée en 4 couches. La partie réseau, interface, Internet, transport et application. Et pour chaque couche, peu importe en fait le type de modèle qu'on va utiliser, il y a différents protocoles, différentes façons de traiter la donnée que vous connaissez. Par exemple, parler de la DSL ou de la fibre pour la partie physique, IPv4 pour la partie réseau Internet, TCP/IP. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes familiers avec ces standards, ces protocoles. Donc, si on reste sur voilà, la stack IP, d'accord, avec le temps, évidemment, c'est un modèle qui a, sur les différentes couches, il a fallu développer différentes façons de protéger la donnée à différentes couches. Donc, par exemple, pour la partie Internet, on va parler plutôt de IPsec. Pour la partie applicative, on parle plutôt de SSH, SSL, SFTP, HTTPS, etc. Et du coup, cette approche, c'est comme si on avait un modèle de base et il a fallu en fait patcher les différents problèmes de sécurité qui existaient à différents endroits. Donc du coup, le problème, c'est que actuellement, la partie réseau, la couche réseau, elle est plus orientée vers gérer les tuyaux sur comment en fait on envoie la donnée de tel à tel endroit,
Mais la partie en fait sécurité, c'est comme si on le faisait en fait à d'autres couches, à d'autres endroits et pas à ce niveau-là. Alors que en fait, peut-être que ça serait plus simple justement de le faire à une partie un peu plus dans une couche un peu plus basse. Donc, le but de cette nouvelle approche de la sécurité, ça serait en fait de quoi? Ça serait en fait de simplifier la vie des gens, des personnes qui doivent mettre en place la sécurité dans nos systèmes informatiques. Et en faisant ça, en fait, l'idée, c'est de permettre à ces administrateurs, par exemple, au lieu de configurer d'une façon très technique, on va les aider en fait en seulement leur demandant de décrire une intention de sécurité. Tout ça, on va le faire en fait au niveau du réseau. Ça va s'appuyer en fait entre autres de la partie identité, de la partie authentification. Et cette approche en fait, ça va nous permettre aussi de simplifier en fait la façon dont on audite, dont on lit, dont on accue en fait sur ce type de sécurité. Alors, comment ça marche? Bon, cette nouvelle approche, en fait, je ne l'ai pas encore présentée, ça s'appelle Zero Trust Packet Routing ou Zipper ou ZPR. Moi, j'aime bien l'appeler Zipper. L'idée, c'est quoi? Si vous prenez en fait la stack IP, encore une fois, celle que vous voyez à gauche, vous voyez les 4 couches que je vous ai présentées déjà. Et en fait, dans la partie Internet, dans la couche Internet, ce qu'on va faire en fait, c'est d'appliquer la couche Zipper. Et c'est ici en fait qu'on va pouvoir appliquer justement la sécurité au niveau de non seulement de la partie identité, mais aussi en fait en termes d'accès et la classification de la donnée. Je vais vous expliquer ça en fait avec une démo dans quelques minutes. Donc Zipper, voilà, ça se base sur quoi? Ça se base sur des politiques de sécurité basées sur l'intention. Et vous allez voir en fait, encore une fois, c'est évidemment il y a on va dire une syntaxe des politiques et tout ça, mais ça va être simplifié grâce à l'intelligence artificielle. On va voir ça dans la démo. Et encore une fois, cette sécurité, on l'applique au niveau du réseau. Pas besoin en fait d'aller plus un niveau plus haut. Alors, attendez, je n'arrive plus à passer le slide. Voilà, super. Donc, passons à la démo. Cette démo, alors, juste avant de passer à la démo, avant que j'oublie, Zipper, ce n'est pas seulement un service que vous allez trouver bientôt sur le cloud d'Oracle, sur OCI, mais c'est aussi en fait un standard. C'est un standard en fait c'est une nouvelle façon de faire la sécurité qui a été développée par Applied Invention. Et en fait, en collaboration avec Oracle, ça va être lancé en tant que open standard pour que tout le monde puisse en fait l'appliquer sur le réseau sans passer en fait par une plateforme en question. Donc, si on passe en fait à la démo, je vais vous donner un peu de contexte. Imaginez en fait que moi je travaille dans une entreprise. Alors, si on peut poser une seconde la démo. Voilà, parfait. Imaginons en fait que je travaille dans une entreprise, dans un département qui a accès à un portail qui s'appelle le portail agent. Et dans ce portail, on a plusieurs types d'actions qu'on peut faire. Entre autres, traiter par exemple des tickets, des supports liés aux clients de l'entreprise. Moi, dans mon département, sur ce portail, j'ai le droit de faire certaines actions, mais normalement, je ne dois pas avoir des accès à des données personnelles, à des données sensibles qui sont liées à nos clients. Là, dans ce cas, comme vous voyez, en fait, quand j'accède au portail, moi, mon utilisateur, on peut confirmer que je peux voir justement des données sensibles. Si on relance en fait la démo, normalement, pour protéger ça, on l'arrête une seconde, pour protéger en fait ce type d'accès, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des règles d'accès au niveau de l'identité. Il faut mettre en place en fait des règles de firewall pour éviter que quelqu'un accède à telle ressource sur le réseau. Des listes de contrôle d'accès. Le but en fait, c'est au lieu de se baser sur ça, si on relance encore une fois la démo, merci. L'idée c'est de passer justement par Zipper. Voilà, ça c'est les exemples qu'on utilise normalement. Donc voilà, Zipper, en fait, ça va nous permettre de faire quoi? Encore une fois, je l'ai dit avant, c'est d'un côté de déclarer une intention de sécurité en lui donnant un contexte. Qui a accès qui doit avoir accès à quelles données et sur quel contexte, sur quelle localisation. C'est pour ça qu'on a Zero Trust Packet Routing Platform qui est, entre autres, ce qu'on va
bientôt pouvoir voir sur OCI. Donc voilà, dans cette démo, vous pouvez voir la nouvelle fonctionnalité. Et en fait, vous allez pouvoir créer une policy. Dans cette policy, si on arrête une seconde la vidéo, vous voyez en fait qu'il y a un endroit où vous allez pouvoir déclarer ce que vous voulez faire de la façon, avec une communication avec un vocabulaire, avec le vocabulaire le plus naturel du monde. En gros, en fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de lancer un prompt. Pour ceux qui connaissent, par exemple, qui utilisent ChatGPT, c'est la même approche. En fait, vous dites de la façon la plus naturelle ce que vous voulez faire. Et en fait, Zyper sur OCI a cette couche de sécurité d'IA qui va interpréter votre besoin et à partir de là, il va créer les politiques nécessaires pour mettre ça en place dans ce cas sur OCI. Si on relance la vidéo, au moment où on a déclaré notre intention, on va cliquer sur la création des règles et vous voyez en fait que le système il va créer les policies avec la bonne syntaxe nécessaire pour le faire. Dans ce cas, je vais permettre aux utilisateurs du département Customer Support d'accéder uniquement à des données liées au support des customers depuis le réseau interne. Et on va bloquer l'accès, par exemple, aux utilisateurs qui font partie qui ont le rôle contracteur, et on va lancer une alerte s'ils essayent d'accéder à des données sensibles. Quand on crée cette policy, maintenant, si on revient en fait vers le portail d'agent, on peut confirmer en fait que mon utilisateur ne voit plus ces données sensibles. Et si on revient en fait vers OCI, sur la partie visualizer, on va pouvoir confirmer d'une façon très très graphique qu'il y a une alerte. On voit en fait qu'il y a un utilisateur qui essaye d'accéder à un storage et quand on clique en fait sur la petite notification en rouge au centre, on va avoir plus d'informations sur qui a essayé d'accéder, à quel moment et à quel endroit et à quel type de données. Donc voilà, ça conclut en fait cette démo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à en poser dans le Q&A. Et maintenant, en fait, je passe la main à Karima qui va nous parler des nouvelles annonces en termes de chiffrement. Merci Eduardo et bonjour à tous. Donc, avant de vous parler de cette nouveauté d'External KMS, moi, je vais revenir un petit peu sur le chiffrement et pourquoi on chiffre ces données. Comme beaucoup d'entreprises, vous êtes peut-être soumis à des lois ou à des réglementations qui vous encouragent à chiffrer vos données, et c'est d'autant plus vrai si vous manipulez des données personnellement identifiables. Et chiffrer ces données, c'est aussi un élément clé en cas de vol. Je m'explique. Si un attaquant parvient à déjouer tous les moyens de protection que vous avez pu mettre en œuvre et à exfiltrer vos fichiers de données, il pourra s'en servir, sauf si ces données sont chiffrées. On parle de quel type de chiffrement? On en a plusieurs. Pour les fichiers de données, les fichiers de base de données, les sauvegardes, on va avoir le chiffrement au repos. Et ça, les utilisateurs de base de données Oracle le connaissent avec cette option Transparent Data Encryption qui vous permet de protéger vos données sensibles sur vos bases de données Oracle. Mais aussi, on encourage nos clients à chiffrer leurs données lorsqu'elles sont en mouvement sur le réseau. On appelle ça le chiffrement en transit. Là encore, les utilisateurs bases de données, vous devez connaître les possibilités avec le chiffrement natif réseau, le NNE, ou l'utilisation de Transparent Layer Security et des certificats. Si vos données sont sur le cloud Oracle, sachez que tout est chiffré par défaut pour les données en transit et au repos. Pour les données en transit, on va crypter tous nos endpoints avec du TLS en version 1.2. Et pour les données qui transitent, que ce soit entre les data centers d'une même région ou entre deux régions, avec le chiffrement MACsec. Nos données également sont les données stockées au repos, donc sont aussi chiffrées par défaut. Donc, on vient de voir le chiffrement au repos et en transit avec les outils natifs d'Oracle Cloud. Et on peut encore aller plus loin. Si, par exemple, on souhaite améliorer sa posture de sécurité, on a le chiffrement in-memory. Donc, l'idée, là, c'est que quand une donnée est utilisée en mémoire, elle est en clair et elle est susceptible d'être victime d'une attaque. Donc, avec cette offre Confidential Computing, on vous propose de chiffrer vos données lorsqu'elles sont processées en mémoire
tout en ayant un impact minimal sur les performances. Donc, notez aussi qu'une shape AMD sur laquelle vous activez du confidential computing ne vous coûtera pas plus cher qu'une shape sans confidential computing. Donc, on a vu, on chiffre ces données, donc c'est très bien, mais il faut aussi regarder comment on gère les clés qui vont permettre ce chiffrement. Donc, encore une fois, si vous êtes utilisateur de produits Oracle, vous devez connaître Oracle Vault ou les Oracle Wallet, pardon, Oracle Key Vault, pour la gestion de vos secrets et de vos clés. Ici, vous avez les options de gestion de clés sur le cloud Oracle. Donc, tout à gauche, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout est chiffré par défaut. Vous avez la sécurité du chiffrement et c'est Oracle qui gère vos clés. Mais on sait très bien que les clients ont d'autres besoins. Ils ont besoin de créer leurs propres clés, de les supprimer, voire de les importer sur des systèmes qu'ils auraient ailleurs, du cloud Oracle. Et pour ça, vous avez les bullets 2 et 3, qui est notre proposition OCI KMS. Alors, je ne suis pas revenue sur OCI KMS. C'est bien sûr un service managé dans le cloud Oracle et qui va vous permettre de chiffrer vos données, vos fichiers de données et vos bases de données. Et ensuite, pour les clients qui ont encore besoin de davantage de sécurité, d'être plus en maîtrise de leurs clés d'encryption, vous allez avoir les options qui sont tout à droite, les bulles 4 et 5. Donc, prochainement, va sortir Dedicated KMS. Donc, ce service va vous permettre d'être en contrôle d'une partition HSM. Donc, ça, c'est la technologie qui est utilisée pour la gestion de vos clés. Et Oracle conservera la maintenance des HSM, tant au niveau de la sécurité que des correctifs. Et la nouveauté, donc External KMS. Donc, cette nouveauté, elle s'adresse aux clients qui veulent être en contrôle total de leurs données et de leurs clés d'encryption, de cycle de vie de leurs clés, tout ça en dehors du cloud Oracle. Pour répondre à cette demande, Oracle s'est associé à Thales pour proposer une solution de gestion de clés externalisée pour sécuriser vos clés d'encryption. Vous voyez sur le schéma qui est à droite, vous voyez donc sur la gauche les services OCI qui sont compatibles avec cette offre d'External KMS. Au milieu, les services de chiffrement du cloud Oracle et à droite, les solutions Thales. Donc ici, on va vous permettre de créer vos clés dans les environnements Thales et de pouvoir chiffrer vos données qui sont dans le cloud Oracle avec cette clé sans que jamais cette clé ne voyage dans le cloud Oracle. Donc ça, c'est permis grâce à des API qui vont permettre donc un échange de services et de chiffrer vos données dans le cloud. Si vous êtes face à un incident de sécurité, vous pouvez, avec votre environnement Thales, désactiver les clés et rendre inaccessibles les données qui sont sur le cloud Oracle sans que vous ayez sans intervention sur OCI. Donc, cette offre External KMS, elle permet plus de gouvernance sur vos données, sur la façon dont vous gérez les clés. Et on va continuer à parler de cette gouvernance avec Vincent, à qui je laisse la main, et lui va nous parler de la gouvernance au niveau de la base de données. Très bien, merci Karima pour cette explication sur la partie gestion des clés. Donc, je vais commencer à partager mon écran pour vous présenter cette fois-ci le service DataSafe. Donc, le service DataSafe aujourd'hui est présent évidemment dans le cloud OCI. Mais avant de parler de DataSafe, donc je vais parler effectivement des données sensibles d'entreprise. Donc, c'est le sujet de notre webinaire. Donc aujourd'hui, on considère que globalement, 8 trilliards en fait, de dollars aujourd'hui sont causés par des incidents cyber. Donc que ce soit en termes de montant effectivement d'indisponibilité ou d'arrêt de services fournis par des attaques, mais également, j'imagine aussi des montants en fait réclamés par les cyberattaquants. Donc le point important concernant effectivement la protection de vos données, c'est réellement protéger votre base de données parce que
il s'agit d'un conteneur qui contient généralement énormément de données critiques d'entreprise. Donc, quelles sont les raisons effectivement de ce type de brèche au niveau de la base de données? Souvent, vos données ne sont pas chiffrées. Vous n'appliquez pas les pages de sécurité de manière régulière. Évidemment, il y a aussi l'utilisation de comptes d'administration qui ne sont pas forcément sécurisés. Donc, beaucoup d'informations, beaucoup on va dire, d'éléments de sécurité qui ne sont pas réellement maîtrisés ou effectivement voilà, ne sont pas gérés efficacement. Donc, pour cette partie infrastructure, évidemment, le Cloud Oracle va les adresser au travers de la base Autonomous. Voilà, c'est la responsabilité d'Oracle pour gérer effectivement toute cette partie sécurité d'infrastructure. Maintenant, malgré tout, si vous positionnez en fait vos données dans le Cloud Oracle, il reste quand même un domaine qui vous est propre et qui est de votre responsabilité. C'est vraiment la configuration de la sécurité de votre base de données. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier quels sont les écarts de configuration qui vont mettre en péril la sécurité de vos données. Pouvoir aussi gérer en fait vos données, vos accès à la base de données, évidemment. Donc, je fais référence au compte Oracle. Auditer régulièrement aussi les activités sur votre base, des comptes privilégiés, mais également aussi des comptes de service. Et focalisez-vous aussi sur les types de données sensibles, comme l'a exprimé Karima, les types de données sensibles qui sont stockées en fait dans votre base. Donc, il faut réellement mettre en place des mesures de protection. Alors, DataSafe, justement, va pouvoir vous aider à répondre à cette deuxième partie, donc votre domaine de responsabilité. Pour répondre à une question dans le chat, notamment, donc DataSafe est compatible, effectivement, est un service cloud qui va aussi s'adresser aux environnements on-premise, que vous soyez sur des bases de données depuis la version 11.2.0.4 on-premise jusqu'à la dernière version, évidemment, que vous soyez dans le cloud Oracle, évidemment. Donc, ce service cloud est disponible sur l'Autonomous, sur l'Exadata Cloud Service et sur du DBCS, mais également sur des clouds concurrents tels que Amazon. Donc, ça, c'est aussi la nouveauté. Amazon RDS peut être utilisé aussi avec DataSafe. Voilà, donc le principe de DataSafe, c'était de fournir un cockpit de sécurité qui va vous donner cette vision 360 justement du niveau de sécurité de votre base de données, en vous fournissant également des possibilités d'aller mettre en place des mesures de sécurité. Donc en un seul clic, sans niveau de connaissance particulier, mais évidemment, vous pouvez utiliser tous les tableaux de bord. On va le voir au travers d'une démonstration live, l'utilisation du service cloud DataSafe. Alors, quelles sont les fonctionnalités effectivement de DataSafe? Donc, 6 grandes fonctionnalités avec une nouvelle, donc je vais en parler juste après. Globalement, donc, la première grande fonctionnalité, c'est la partie assessment de sécurité. Donc, assessment de sécurité de ma base de données. Donc là, on va aller vérifier les points de contrôle de sécurité de mon application, de ma base de données, comment ma base de données est configurée par rapport au framework CIS, STIG, ou on va dire les bonnes pratiques de sécurité provenant du support Oracle. Avoir une vision sur les utilisateurs qui sont à risque, généralement les utilisateurs privilégiés, pouvoir aussi faire le lien avec la partie audit, d'accord, savoir toutes les actions qui ont été réalisées par ces utilisateurs, par ces comptes de service, des comptes de service Oracle par exemple. Et ça va nous ramener effectivement aux données sensibles avec une phase de classification de vos données sensibles, le data discover. L'idée, c'est de pouvoir les classifier et identifier combien de données effectivement sont sensibles et comment quelles sont les protections que je vais mettre en œuvre pour les protéger au maximum. Et enfin, la dernière partie, effectivement liée à la découverte, c'est de pouvoir protéger ces données nativement en mettant en place une solution d'anonymisation embarquée afin d'alimenter vos environnements de production et les protéger efficacement. Et enfin, donc la nouveauté qui est apportée avec Oracle 23C à venir, évidemment, mais déjà disponible dans le Cloud Oracle en Base Database, la fonctionnalité de SQL Firewall qui est embarquée dans le moteur Oracle 23C. Alors justement, donc pour parler de cette fonctionnalité, à quoi va servir SQL Firewall? Ça va être tout simplement en fait lutter contre les attaques de type SQL injection. On va aussi pouvoir verrouiller aussi des chemins d'accès, ce qu'on appelle des chemins de confiance, en fonction du contexte de session de l'utilisateur. On va verrouiller et pourquoi pas combiner aussi avec toute la partie filtrage SQL de manière à protéger toute activité transactionnelle à destination de la base de données.
On va pouvoir réaliser des opérations de blocage, évidemment les monitorer en temps réel grâce à DataSafe et mettre en place ces mesures de protection. Je le rappelle, disponible uniquement en 23C. Alors, dans le cadre de notre démonstration, on va utiliser une application qui s'appelle MyHR. Donc, on va prendre un cas assez classique d'une application web. Donc, je vais me connecter en tant que HR admin sur mon serveur d'application, donc vers mon application web au travers d'une page web, qui va faire référence effectivement à un serveur d'application qui a ses propriétés. Donc, un compte de service qui s'appelle Employee Search Prod, qui dispose effectivement d'une adresse IP 150, et on va utiliser un compte operating system Oracle. L'application, le serveur d'application tourne sur un serveur Java, donc on va être sur du JDBC Syn Client. Une fois que l'utilisateur va interroger une page de mon application, cela va générer une requête SQL, assez classiquement. Cette requête SQL aura été au préalable enregistrée par le moteur SQL Firewall, et donc on va vérifier par rapport à cette liste blanche justement qu'on a créée, on va vérifier la syntaxe de cette requête SQL, la comparer par rapport aux objets qui y sont accédés pour générer effectivement ce qu'on appelle une signature SQL. Et on va comparer ces éléments-là pour vérifier que cette requête a bien été exécutée dans un bon contexte et transmettre cette requête, cette fois-ci, au moteur d'exécution SQL. Donc là, le SQL va s'exécuter sur la base de données et aller interroger les tables et les objets de la base. Prenons le cas d'une injection SQL. Cette fois-ci, l'attaquant va utiliser en fait l'interface web, on va dire les failles de sécurité de l'application, de développement principalement. On va utiliser un champ libre pour surcharger et générer une requête qui n'est pas issue du serveur d'application. Donc, on va tout simplement en fait utiliser on va dire usurper en fait l'utilisation normale de mon application et donc générer une requête tout à fait différente, donc une signature SQL différente, et on a considéré que voilà, cette requête ne fait pas partie de cette liste blanche, et donc on va considérer que cette requête va être bloquée et donc ne s'exécutera pas directement sur mon serveur de base de données. Deuxième cas d'usage, c'est sur la partie contexte de session. Donc tout simplement, le cas d'usage est exactement le même. Une transaction approuvée au travers effectivement d'un compte applicatif, mais on aura défini cette fois-ci une liste blanche concernant les informations de session, telles que l'adresse IP, vous avez vu, de mon serveur d'application, le compte Oracle et le programme utilisé. Imaginons maintenant que le hacker en fait, arrive à se connecter physiquement sur le serveur d'application, récupère dans un fichier de configuration de l'application effectivement le compte de service, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de passe d'Employee Search Prod, et va utiliser un autre outil, donc SQL Plus ou SQL Developer en l'occurrence ici, pour essayer de se mettre à la place du serveur d'application. Donc tout simplement, il va se connecter quasiment dans le même contexte. La seule différence, c'est qu'il va utiliser un autre programme qui ne sera pas habilité à atteindre la base de données. Voilà, tout simplement. Donc sans transition, donc je vais passer à la partie de démonstration. Donc, DataSafe est un service cloud. Vous pouvez y accéder au travers de l'interface web d'administration, effectivement, OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Au travers de ce menu, vous avez effectivement accès à ce menu général. Premier élément, c'est configurer effectivement vos cibles. Donc, lorsque vous êtes sur des bases de données on-premise, vous pouvez aussi déployer ce qu'on appelle un agent DataSafe que vous installerez sur votre infrastructure de manière à pouvoir créer le lien et ouvrir effectivement la connexion au travers de protocoles sécurisés, évidemment, TLS, ou alors en utilisant effectivement un lien spécifique via du VPN ou au travers effectivement d'un lien spécialisé en connexion directe. Dans le cas des bases de données dans le cloud, vous avez un wizard qui est disponible pour pouvoir vous aider à configurer voilà, le lien vers le service DataSafe. Premier dashboard général, vous voyez, donc en un seul coup d'œil, je suis voilà, administrateur d'un compartiment qui est voilà, séparé par pays, mais j'ai la vue globale de l'ensemble de mes bases qui se trouvent dans mon compartiment, en l'occurrence 7 bases de données. Donc ce que vous voyez en fait en dashboard général, c'est réellement la vue consolidée de l'ensemble de mes bases, d'accord ? Donc on va commencer par la première fonctionnalité, la partie Security Assessment. Et vous voyez en un seul coup d'œil,
effectivement l'état de configuration, de la sécurité de vos bases, de vos utilisateurs, de vos données sensibles ici, comment vos données sensibles sont réparties au sein de votre écosystème database, et toute l'activité effectivement SQL générée par les audits, quelles sont les alertes aussi. Donc, je vois que j'ai un jour, là, le 6, où j'ai eu beaucoup d'alarmes, et aussi donc, les fonctionnalités qui sont utilisées par DataSafe, les différents processus, donc les security assessments que j'ai lancés, les processus de firewall, et la récolte des audits. Donc maintenant, allons analyser un petit peu l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc, première fonctionnalité, security assessment. La Security Assessment vous offre une vue unifiée de l'état de santé et l'état de sécurité, surtout de l'ensemble de vos bases. D'accord ? Je peux donc en déduire que j'ai 19% en fait, de points de contrôle en fait, qui sont à traiter en priorité. Donc, en cliquant sur justement donc, cette vue-là, on peut aussi en déduire que globalement, mes problèmes, mes failles viennent principalement de la configuration de mes comptes, d'accord, de mes comptes côté base de données. Donc, je pourrai ensuite passer du temps pour aller vérifier l'ensemble de ces éléments. Donc, je vais me concentrer sur les éléments à haut risque. Donc, ce que je peux faire, donc, vous voyez, donc, la vue unifiée, donc, globalement, j'ai l'impression qu'il y a à peu près une cible, là, une base de données cible qui pose problème. J'ai par exemple ici un exemple, j'ai octroyé effectivement quelques grants en fait, au rôle public, et généralement donc sur une instance qui s'appelle ADW Share, donc c'est celle qui est la plus utilisée. Et généralement, le rôle public, effectivement, est des rôles privilégiés, en fait, rattachés au rôle public, n'est pas une bonne pratique. Donc, vous avez effectivement l'explication de pourquoi cette alarme a été levée. Et globalement, quelle est la référence qui va faire effectivement qu'il faudra réellement traiter par rapport aux bonnes pratiques de sécurité, tout simplement. Si je reviens du coup sur le Security Assessment, on va pouvoir aussi voir de manière unitaire les dernières exécutions des Security Assessment. D'accord ? Je vais voir par exemple pour ma base 23C, quel est le dernier Security Assessment lié effectivement à mon exécution, qui est généralement schedulé, donc on va le voir dans un autre menu. Qu'est-ce que je peux identifier ici? Donc, vous voyez, donc on a des best practices qui sont liées effectivement à la RGPD, au CIS, aux bonnes pratiques de sécurité Oracle, DISA aussi, donc c'est une nouvelle norme qui a été intégrée dans DataSafe. On a un exemple ici sur la gestion des mots de passe. Vous voyez, donc j'ai une alarme de type médium. Il me dit que voilà, j'ai trouvé un utilisateur qui a un password qui n'utilise pas une fonction de vérification de complexité suffisante. Donc le password, l'utilisateur en question s'appelle Voldemort. Donc il convient de reprendre la configuration de cet utilisateur-là conformément en fait aux recommandations 3.8 du CIS. Côté Security Assessment, donc on peut voir tout l'historique des rapports exécutés, des rapports d'assessment de sécurité qui sont effectués sur l'ensemble de mes bases, et ensuite les visualiser en cliquant sur les différents liens. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est scheduler, c'est-à-dire lancer régulièrement. Donc, dans mon cas, la DB23C, je les schedule tous les matins à 9 h, donc un assessment de sécurité sur ma base de données. L'idée, ensuite, c'est de pouvoir comparer, en fait, cet assessment de sécurité par rapport à une baseline. Vous allez définir votre baseline et surtout vérifier, en fait, quelles sont les différences de configuration, parce que vous avez potentiellement effectuer des modifications au niveau de votre base, des patchs applicatifs ou ce genre de choses qui vont modifier la configuration de votre base. Côté utilisateur, c'est exactement le même processus. Vous allez pouvoir lancer des assessments de sécurité sur vos utilisateurs. Vous allez pouvoir ensuite naviguer dans les dashboards pour vérifier effectivement le niveau de sécurité de vos utilisateurs. Globalement, j'ai 60% de mes utilisateurs sur mes 7 bases de données qui sont des utilisateurs à risque. Donc, on a des profils de type DBA qui sont majoritaires. Et ensuite, on va pouvoir aller visualiser les points critiques par compte, et notamment ici un compte admin qui a des privilèges très élevés. Il est DBA, il est administrateur Database Vault, il a la possibilité de gérer les audits aussi. Et donc, vous voyez, donc on a aussi les profils qui sont attachés. Je peux aussi rajouter, vérifier à quel moment cet utilisateur a changé son mot de passe. Donc, il a changé son mot de passe le 22 décembre 2022, donc ça fait à peu près 1 an. Donc, il conviendrait peut-être forcer la rotation de ce mot de passe, utiliser un autre profil.
Et dernière possibilité, c'est voilà, le lien avec les audits. En cliquant sur cette activité, View Activity, je peux voir toute l'activité transactionnelle que cet utilisateur a exécutée. Alors, je n'ai pas beaucoup d'activités sur cette base, mais globalement, si je reviens 3 mois avant, logiquement, je devrais avoir des informations d'activité sur mon utilisateur. Sur la partie, je reviens sur la partie User Assessment. Dans le même état d'esprit, donc je vais pouvoir voir le dernier rapport réalisé par de User Assessment par la base de données, et cette fois-ci, me focaliser sur la base 23C. En cliquant sur un utilisateur au hasard, donc je vais pouvoir aussi visualiser les rôles et les privilèges qui lui ont été attribués et les modifier en conséquence par rapport à mon objectif de sécurité. Passons maintenant à la sécurité des données sensibles, donc le Data Discover. Donc l'idée, c'est de pouvoir lancer un processus sur la base de types de données sensibles qui sont déjà préparamétrées dans DataSafe. On a un peu plus de 150 données sensibles qui sont préparamétrées. Et évidemment, vous pouvez créer vos propres catégories, d'accord, notamment des données de type française qui peuvent être copiées et modifiées en fonction d'une expression régulière en allant vérifier le contenu des colonnes, donc le nom des colonnes, les commentaires, mais également aussi, on peut aller jusqu'à identifier des patterns qui se trouvent dans les données, d'accord. Une fois que vous avez lancé votre Security Assessment, dans le cadre de mon application, mon application, le process de Discover, je vais pouvoir en fait visualiser donc sur ma 23C, donc là où est installée mon application HR, rappelez-vous. Donc, j'ai lancé au préalable un processus de découverte et donc il m'a donné effectivement un rapport autour des données. Voilà, et je peux en déduire que globalement, j'ai des données de type P2I en fait, qui sont rattachées à mon application HR, donc où je vais retrouver majoritairement des adresses. Vous avez un petit échantillon ici d'informations voilà, concernant les adresses, donc 1000 entrées dans cette table-là, donc une utilisation par table, par schéma, mais également vous pouvez avoir aussi une vue par type de données sensibles, d'accord, ce qui va vous donner justement une visibilité sur voilà, plutôt les adresses qui sont prédominantes concernant effectivement les données sensibles qui sont stockées dans ce schéma. Donc, une fois que vous avez effectué votre Data Discover, vous pouvez aussi lancer votre système d'anonymisation. Donc, sur ma base de développement, qui héberge mon application MyHR, donc lorsque je vais faire une copie d'environnement, je vais anonymiser en fait mes données. Donc, même chose, je vais mettre en place en fait des politiques d'anonymisation. Donc, pour chaque type de données sensibles, vous allez pouvoir rattacher en fait un format d'anonymisation. Donc, par exemple, pour des bonus, je vais changer, effectivement, utiliser un algorithme spécifique d'Income qui va me générer, par exemple, une valeur aléatoire entre tel montant et tel montant. Vous pouvez lancer et combiner en fait plusieurs algorithmes pour arriver à vos fins et générer en fait une base de données transformée pour modifier en fait vos données sensibles. Donc, le résultat effectivement de ce processus d'anonymisation, en fait, vous allez pouvoir le visualiser au travers d'un rapport ici disponible et exportable en format PDF. Autre fonctionnalité, la partie audit, évidemment. Donc, l'audit est disponible. On peut voir effectivement ici un dashboard que j'aime bien, c'est la partie Audit Insight. Je peux voir très rapidement en fait quelles sont les répartitions et les types d'audits en fait qui sont réellement sur l'ensemble de mes bases. Petit rappel, je suis toujours sur le compartiment et sur toutes mes bases. Si je veux me focaliser sur une des bases, donc la 23C en l'occurrence, je peux aussi me focaliser uniquement sur la base qui m'intéresse. D'accord, je vais pouvoir voir les dimensions. Donc savoir quels sont les audits qui sont générés par schéma ici. Par les objets qui sont les plus accédés, vous voyez, donc quels sont les clients ici, donc c'est plutôt a priori mon client Mac ici qui interroge le plus souvent la base de données. Et donc je vais pouvoir ensuite naviguer et lancer en fait des rapports spécifiques autour effectivement de la partie audit. Chose intéressante ici, vous voyez, donc les fail login, donc vous choisissez votre dimension. Voilà, un dashboard qui est assez parlant dans la sécurité, ce sont toutes les sessions qui n'ont pas atteint la base de données, qui n'ont pas réussi à se connecter à une base de données. En l'occurrence ici,
Donc, j'ai fait une tentative de connexion à ma base via SQL Developer et ma session est tombée en échec, tout simplement. Dernière fonctionnalité, c'est la partie SQL Firewall, tout simplement. Donc, nouvelle fonctionnalité, donc petit rappel, d'ailleurs, rappel dans la solution, disponible uniquement en 23C. Le principe de SQL Firewall, c'est dans un premier temps créer effectivement ce qu'on appelle un SQL collection. Donc, vous allez sélectionner en fait votre utilisateur. Donc, c'est le process de capture s'effectue par utilisateur. Donc, dans mon cas, j'ai sélectionné l'utilisateur, le compte de service employé Search Prod. D'accord. Ce compte de service, effectivement, donc pendant la phase de collecte, vous avez des statistiques donc, de collecte. Donc, j'ai identifié jusqu'à 30 SQL unique, de type unique. Donc, on ne va pas prendre en considération les bandes variables ou effectivement des hints que vous aurez potentiellement positionnés au niveau de vos requêtes SQL. Donc, tout ça est balayé et simplifié. On a identifié 2 clients potentiels, donc notamment on le voit ici, côté OS. Donc là, je suis plutôt sur mon compte, mon serveur d'application ici, le compte Oracle et le programme DB Sync Client. Mais aussi, j'avais des transactions qui proviennent de mon application SQL Developer VMURC. Donc on va analyser toutes les transactions qui utilisent le compte de service employé Search Prod. D'accord, et en établir des statistiques. Donc on crée une collecte. Une fois la collecte exécutée, vous allez pouvoir aussi les transférer en SQL Firewall Policy. D'accord. Donc la policies, donc globalement, c'est les listes blanches qu'on aura définies. On va insérer toutes les requêtes SQL qui nous semblent pertinentes et qui sont issues effectivement de la base de données. Ce que j'ai fait en fait dans cette policy, évidemment, donc j'ai autorisé uniquement le contexte de session applicatif à atteindre la base de données, d'accord, associé à l'ensemble des requêtes SQL ici qui sont issues de mon application. Et donc, j'ai considéré que seules ces transactions dans ce contexte de session, puisque j'utilise effectivement ces 2 dimensions, SQL text et contexte de session, pour décider que je vais bloquer toute autre transaction qui ne serait pas dans ces listes blanches, tout simplement. Alors, comment cela se traduit? Donc, on va faire un test sur mon application. Donc, je vais me connecter sur mon application HR avec un compte applicatif, exactement ce que j'ai défini dans ma recherche. Je fais une recherche d'employés, donc je vais aller interroger ma base de données qui va m'afficher l'ensemble des données des utilisateurs. La requête générée lorsque j'ai cliqué sur Search, je peux la visualiser. Et donc, je vais effectivement interroger la table des mots HR employés, d'accord, qui, je vous le rappelle, en fait, a été introduite dans la liste blanche SQL, du SQL Firewall. Je peux effectuer des filtres, voilà, aller rechercher un utilisateur en particulier, vérifier, on a des informations de type très confidentiel, et on va pouvoir ensuite naviguer effectivement au sein d'un employé. Alors, je vais simuler une requête de type injection SQL. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est usurper effectivement, on va dire, le fonctionnement normal de mon application. Et je vais introduire la notion de union de select. Donc, l'idée, c'est plutôt que d'aller chercher dans la table principale qui me donne ces informations-là, je vais surcharger la requête SQL initiale et donc aller chercher des informations dans la table qui s'appelle démo HR supplémentaire data. D'accord? C'est exactement comme cela fonctionne en fait une attaque de type injection SQL. On va usurper en fait l'utilisation normale de l'application. Je fais une recherche et tout simplement le SQL Firewall m'a bloqué ma transaction. D'accord? Alors, je vais peut-être la régénérer en mode debug. Vous allez voir effectivement la requête. Alors, je ne peux pas la voir parce qu'elle n'atteint pas du tout le moteur. Mais globalement, l'union select, on va considérer qu'elle est intégrée dans la requête SQL. On va le vérifier au travers de DataSafe, justement. Côté SQL Developer, donc, je vais me connecter sur ma base de données qui s'appelle PDB1 et je vais faire la même opération. Donc, je vais essayer de me connecter avec le compte de service employé Search Prod et exécuter ma requête. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tiens, attention, connection refused. D'accord? Alors, je crois que là, je ne suis pas connecté avec mon compte 6. C'est ça le problème. Mais je vais cette fois-ci lancer le script. Le script me dit, attention, je ne peux pas me connecter, il y a un blocage côté SQL Firewall. Fameuse erreur aura 47605.
Dernière étape, cette fois-ci, je me connecte sur mon serveur d'application. J'ai un accès route. Je me connecte en tant que compte Oracle. D'accord, j'essaie de me mettre au plus proche effectivement du serveur d'application. Et je vais me connecter en SQL+, d'accord, avec le compte de service. Alors, on va voir ce qui se passe. Hop. Ah, pardon. Je me connecte en Oracle et je vais lancer la requête. Même chose, la requête, je ne peux pas me connecter Employee Search Prod. Qu'est-ce qui se passe dans DataSafe? Donc, je vais revenir sur mon interface DataSafe. Et ben, je vais aller voir donc, mes violation reports. Donc, j'ai bien effectivement une règle qui est en mode bloquante ici. Et je vois que voilà, j'ai des transactions qui ont été, donc si je regarde par rapport à des transactions de la veille, qui ont été bloquées. D'accord, soit par requêtes SQL qui ne sont pas dans les listes blanches, soit une violation par rapport au contexte, tout simplement. Je vais voir cette violation, je vais cliquer sur DB23C et très rapidement, je vais m'apercevoir que j'ai des transactions qui sont en erreur. Vous pouvez aussi aller vérifier, hop, Generation Reports, ici, toutes les transactions qui ont été bloquées. Okay. Donc, si je regarde effectivement ici les transactions bloquées, on pourrait imaginer, donc on voit que la transaction provient effectivement bien de mon serveur d'application. Donc, si je vais un peu plus loin dans l'analyse, logiquement, j'ai identifié, vous voyez, donc la table des mots HR supplémentaires data a bien été accédée, tout simplement. Si je regarde dans la requête SQL, si je recherche le mot union, par exemple, on devrait avoir, voilà, donc l'union select a été rajouté à la requête approuvée par mon SQL Firewall, et donc j'ai été déconnecté de la session. D'accord. Côté SQL Developer, ma session a tout simplement été bloquée, d'accord. Depuis mon poste utilisateur en SQL Developer, j'ai une violation au niveau de mon contexte de session. Donc, même chose, depuis SQL+, sur la machine serveur d'application en utilisant le compte Oracle Operating System, ma session a également été bloquée suite à un contexte violation. Alors, désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Pour terminer, vous l'avez bien compris, en fait, DataSafe est une solution simple à mettre en œuvre. Vous pouvez effectivement le déployer sur vos environnements on-premise. Très simple d'utilisation, vous avez vu en quelques clics, la configuration, la visualisation, l'utilisation immédiate, une fois que vous avez configuré en fait l'agent, donc tout est immédiat, et vous pouvez cette fois-ci avoir cette vision 360 sur la sécurité de vos bases. Merci pour votre temps, et je passe la main à Nuno pour la partie questions-réponses. Merci Vincent. Effectivement, donc on va passer aux questions-réponses. Le temps nous est un petit peu, il est un petit peu short, mais on va balayer les questions qui ont été posées pendant ce webinaire. Donc j'ai une première question qui va être aussi bien pour toi Vincent et également pour Eduardo, mais Eduardo va apporter des arguments de réponse dans un premier temps. Dans le cas d'un cloud hybride, pardon, est-ce que le service CloudGuard protège aussi bien mon ODA, donc c'est le Oracle Database Appliance en on-premise? Alors, non, CloudGuard, c'est plutôt un service qui est orienté vers la posture de sécurité d'OCI, le cloud d'Oracle. Donc, il va se concentrer sur les différentes ressources qui existent sur OCI. Quand on parle en fait d'une base de données qui est à l'extérieur, là, je pense que c'est plutôt, comme tu l'as dit, une question pour Vincent, qui pourra répondre ça potentiellement. Vincent, tu le confirmeras avec DataSafe. Tout à fait, oui. Avec DataSafe, on est capable de tout superviser, toutes les bases, que ce soit de l'ODA, des serveurs on-premise, même si vous êtes sur l'Oracle Standard Edition, donc on le supporte, il n'y a aucun problème. Donc il y a juste à mettre en place un agent ou alors une connexion directe, en VPN, IPsec ou en Fast Connect, c'est encore mieux si vous l'avez. Okay. On est capable d'unifier, d'avoir cette console unifiée en mode hybride, Super. sans problème. J'ai une autre question pour toi, Vincent. Très rapide, c'est DataSafe est-il soumis à une licence particulière? Alors, tout ce qui est cloud Oracle dans OCI, effectivement, il n'y a pas de souscription particulière au service DataSafe. Exadata, Cloud et Customer y compris. D'accord. Vous allez avoir une limite quand même, la limite, on va dire,
la métrique, hein, c'est 1 million, si vous activez en fait la partie audit, centralisation des audits sur votre instance Oracle, on est à 1 million effectivement de données d'audit récoltées par mois et par cible. D'accord. Au-delà, il va y avoir une légère augmentation de tarification par paquet de 10 000 données ingérées complémentaires effectivement par le service DataSafe et par instance, hein. Donc globalement, en moyenne, je crois que les clients qui passent en mode payant sont à 50 € par mois maximum et par instance. Maintenant, pour les bases de données on-premise, donc l'exemple de l'ODA, par exemple, Exadata ou des bases qui sont sur des serveurs ou sur du IaaS, d'accord, donc Amazon ou Microsoft, ou même dans le IaaS Oracle, bah, là, vous êtes soumis effectivement à une licence. De mémoire, on est à 200 $ par instance. Et on va avoir aussi une dégression en termes de tarifs en fonction du nombre d'instances que vous allez superviser avec DataSafe. Voilà. Très bien, merci Vincent. J'ai également une question pour toi, Karima. Alors, quid de la gestion des clés du chiffrement des données portées sur d'autres cloud providers? Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'explications sur la capacité de pouvoir soit exporter ou soit de faire une gestion des clés plus dans un mode hybride? Alors, avec aussi IKMS, vous pouvez donc créer vos clés. Vous pouvez aussi les exporter vers un autre cloud provider ou importer des clés que vous aurez créées ou chez vous, ou chez Azure, ou chez Amazon. Entendu, c'est clair. Dernière question pour toi, Eduardo. On a parlé de Zipper avec la solution, tout à fait nouvelle solution et un service dans le cloud Oracle. On me pose la question à savoir si elle est compatible sur les réseaux qui sont on-premise. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit pendant ma partie de la présentation, ça va être un standard ouvert qui sera disponible bientôt, j'imagine. Ce que je n'ai pas mentionné, en fait, c'est que si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site zpr.org, donc zipper.org, et vous allez trouver le white paper et d'autres informations. Mais en principe, le but, justement, c'est non seulement, évidemment, de le trouver sur la console de CI pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur de notre tenancy, mais aussi, en fait, de pouvoir l'appliquer à l'extérieur sur votre environnement on-premise, par exemple. Très bien. Bon, bah, parfait. J'ai une dernière question, mais je vais y répondre directement en live. Est-il conseillé pour une bonne investigation de sécurité de séparer les serveurs applicatifs et les serveurs bases de données? Donc, effectivement, il est beaucoup plus facile de pouvoir investiguer en cas de gestion de crise des briques qui sont complètement isolées, qui fait que si vous avez une attaque qui est sur un des composants de votre infrastructure, il est beaucoup plus simple d'investiguer. Donc, séparez bien les serveurs applicatifs dans des zones et les serveurs de base de données qui sont souvent sur des zones qui sont beaucoup plus restrictives pour pouvoir investiguer le cas d'échéance si vous êtes confronté à une cyberattaque. Donc voilà, ça c'était la dernière question. Bon, bah, très bien, bah, merci à tous et à toutes pour votre participation. Bonne journée. Moi, je vous donne rendez-vous cet après-midi. On a une session qui est dédiée au sport et on verra comment, par des services analytics dans le cloud Oracle, on peut justement aider et apporter de la valeur ajoutée dans la Formule 1 et également dans celle JP. Merci à tous, bonne journée et je vous dis à bientôt.